Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gask Insights. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Abderrazak. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le Co- monde. Comment vas-tu? Ça va et vous? Eh ben ça va, super. Alors aujourd'hui, si tu viens, c'est pour nous parler de l'évolution des métiers du test et aussi du marché qui en découle, notamment à travers ton expérience. Ok. Par contre, avant de commencer, est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et puis comment tu en es venu dans ce monde du test? Ah, c'est très simple, hein. Donc, dans mes choix, déjà, dans mes études, hein, j'ai la chance d'avoir suivi une formation à l'université, hein, à l'époque, hein, à l'IMAG, l'IMAG de l'université de Joseph Fourier de Grenoble, qui était spécialisée sur, justement, une spécialisation sur la qualité et fiabilité. Donc, suite à cette formation, j'ai eu plus de 20 ans d'expérience autour de ce métier. Donc, je me Ok, suis spécialisé énormément. J'ai été certifié STQB Foundation dans un premier temps. Je suis à présent ambassadeur aussi de DevOps Institute, qui est une grande association aussi autour des métiers autour du DevOps. Et j'ai aussi la certification Continuous Foundation Testing de DevOps Institute. Donc j'ai eu beaucoup d'expériences. J'ai connu, hein, on va faire simple, hein, le bug de l'an 2000, d'accord. jusqu'au bug et la panne de Facebook à présent. Donc c'est assez varié. Ah Donc oui, ça une m'a énorme permis, panne qui est très récente et qui a fait et on beaucoup va de en bruit, en parler, effet. Ouais. et on va en parler aussi, on va en parler Super. pendant ma présentation. Donc ça permettra aussi d'illustrer les évolutions du métier du testeur aujourd'hui. Et j'ai occupé différentes fonctions chez Sopra, chez HP, et puis plus récemment, j'ai pris la direction d'Acial, donc la direction du département de conseil, pour justement accompagner nos clients qui évoluent, hein, à travers tout ce métier de test. Donc on est des spécialistes du test. Acial a racheté Qcentris récemment, donc ça fait plus de 600 spécialistes du test. Donc on accompagne nos clients, et je vais partager aussi des expériences, des dernières expériences qu'on a eues sur ces transformations DevOps sur la partie testing. D'accord, Voilà pour ma super. présentation. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, pour commencer par rapport à toutes ces nouvelles tendances, justement, comment est-ce que le testeur doit s'adapter aux nouvelles tendances aujourd'hui en termes que ce soit de DevOps, mais également agile? Bah, justement, sur ce point-là, avant de rentrer dans ce débat, il est opportun de rappeler un petit peu quelques chiffres qui sont assez intéressants et qui montrent les tendances, hein, de cette évolution. Donc, ces chiffres, hein, sont des chiffres, hein, de nos partenaires, hein, que je peux citer, hein, Micro Focus et d'autres partenaires. Mais ce qui attire le plus mon attention, c'est que 80% des sociétés, donc des établissements, des organisations, ont pris le chemin et ce mouvement vers l'agilité et le DevOps. Et sur ces 80%, seuls 23 ont réussi à déployer DevOps à l'échelle de l'entreprise. Mais ce qui est Ah, encore plus intéressant, et c'est là qu'il faut être plus précis, seulement 15% d'entre elles affirment que ce chemin vers DevOps a apporté la valeur et répond aux bénéfices qu'ils souhaitaient en amont. Donc ça veut dire d'accord. quoi? Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il y a vraiment on arrive dans une phase où on est vraiment dans la phase d'ajustement. Donc les organisations vont devoir s'ajuster, tuner un petit peu tout ce qu'ils ont mis en place pour améliorer, atteindre la valeur et les bénéfices qu'ils souhaitaient Oui, bien sûr. avoir Donc, on voit dans que là, ce il y a un gap assez important encore. à atteindre. Et donc c'est intéressant parce que si on fait le point aussi avec l'actualité d'aujourd'hui, on voit par exemple qu'il y a eu une grosse panne chez Facebook récemment. Et Facebook est l'un des précurseurs de ce mouvement vers DevOps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité est au centre, hein, vraiment, et que si on fait pas attention et si on met pas en place les bonnes pratiques qualité, testing, DevOps pour l'industrialisation, on risque de voir des pannes comme ça un peu partout, quand je dis un peu partout, apparaître comme est apparu différents bugs. Et
dans les années 2000 ont permis de professionnaliser le métier du test avec l'ISTQB et tout ce qu'on a vu venir derrière. Donc voilà pour déjà schématiser et poser le débat. Ensuite, ce qu'il faut comprendre quand on part sur le chemin vers DevOps, ben, on voit nous que dans les environnements DevOps, l'objectif principal, c'est d'industrialiser, d'automatiser au maximum toutes les tâches qu'on peut automatiser. Ça passe donc par de l'intégration continue. Quand on dit intégration continue, ça veut dire que pour tout changement, on doit s'assurer de la non-régression. Donc des tests de non-régression. Et donc à chaque fois qu'un développeur va toucher à une ligne de code, il faut s'assurer que cette ligne de code n'a pas cassé n'a pas cassé des fonctions qui fonctionnaient précédemment. C'est des effets de bord, c'est la partie non-régression. Pour ce faire, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des chaînes d'industrialisation, d'intégration continue, des serveurs d'intégration continue, qui vont veiller à ce qu'à chaque fois qu'on nous livre une nouvelle ligne de code à compiler, derrière, une série de tests automatisés vont se lancer pour assurer justement qu'il n'y a pas ces effets de bord. Donc l'automaticien, dans l'équipe de développement, l'automatisation devient, c'est une règle systématique à mettre en place dès le début. Dès qu'on s'intéresse à l'intégration continue, il faut s'assurer qu'on a de la non-régression automatisée qui se passe systématiquement pour assurer qu'il n'y ait pas de bugs et de nouveaux bugs engendrés suite à ces changements. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment la base. Et par rapport à ce dont on parlait juste avant, la panne Facebook, je peux donner des exemples. Justement, pour illustrer le cas, typiquement, ça m'a paru vraiment bizarre, parce que ce que j'ai pu lire de la panne, pour expliquer à tout le monde, c'est que cette panne, c'est un programme justement ou une configuration qui a mal tourné et qui a écrasé les adresses DNS de tous les data centers. Et ça veut dire qu'on pouvait plus communiquer finalement avec l'ensemble des data centers. Et c'est ce qui a provoqué les pannes des utilisateurs finaux, tous ceux qui ont essayé de se connecter à WhatsApp ou à autre, ils se connectent en passant par ces adresses. Et comme ces adresses ont été écrasées, on ne pouvait pas s'y connecter. Donc si on se réfère à ça, le bug en lui-même, si on se réfère au coût de ce bug déjà dans un premier temps, si on regarde juste les fluctuations de la bourse à la même période, pendant les 5 heures de panne, 6 heures de panne, ça représente autour de 6-7 milliards. Donc c'est énorme. Ouais, maintenant, la solution, si on se réfère maintenant d'un point de vue solution et de ce que je viens de dire sur l'intégration continue, il aurait fallu un test automatisé qui vérifie systématiquement après la mise à jour d'une configuration ou d'une ligne de code que les adresses physiques des data centers sont toujours présentes dans les fichiers de configuration. Et ce test, maintenant qu'on en parle, ne représente que, allez, grand max, une demi-heure de scripting. Ah ouais, d'accord. Mais on voit quand même l'impact qui est quand même énorme. Énorme. Donc du coup, le métier du testeur évolue vers plus de spécialisation parce que derrière, on va devoir automatiser un maximum les tests que l'on a exécutés précédemment. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va avoir des évolutions, quand on travaille en mode agile, on travaille en sprint, à chaque sprint, il va falloir concevoir de la même façon donc de nouveaux tests concernant les nouvelles fonctionnalités, mais il va falloir aussi s'assurer que les tests de non-régression automatisés sont joués systématiquement dès lors qu'ils vont nous livrer les changements donc, de ces nouvelles fonctionnalités. Donc le testeur, il va veiller à travailler plus en amont pour s'assurer que les nouvelles fonctionnalités vont bien être testées, donc les nouveautés, à partir des nouvelles user stories, mais il va aussi veiller à ce que les tests automatisés qui vont être systématiquement exécutés dès qu'on va nous livrer cette nouvelle compilation des nouveaux changements de notre application, sont aussi systématiquement exécutés. Donc, ils doivent être automatisés au préalable. D'accord. Et donc, on peut bien...
On peut bien comprendre que l'objectif aussi des tests en environnement, c'est pour assurer une qualité au niveau du coup du processus et aussi être beaucoup plus réactif Mais oui, et éviter justement la non-régression pour ne pas engendrer des plus gros problèmes que ce dont on était censé faire. ben, c'est exactement ça. Donc ça veut dire que le testeur, finalement, au sein des équipes, il doit évoluer. Donc il doit évoluer vers plus de spécialisation, comme je l'ai dit, parce qu'il va falloir mettre en place une automatisation plus poussée, qui va nécessiter l'utilisation aussi d'autres outils, des outils qui sont beaucoup plus techniques par rapport aux tests fonctionnels manuels qu'on réalise dans des cycles traditionnels. Et ça pousse donc à plus de spécialisation, plus de collaboration. Donc il va devoir collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour avoir des informations pertinentes, pour bien identifier tous les tests qui vont devoir être automatisés. Et puis, il passe finalement, donc ce testeur, vers d'un vérificateur qui était beaucoup plus réactif en tuteur proactif. Ça veut dire que quand on est dans un environnement agile DevOps, on a une chaîne d'intégration continue et qui va même, si on va vers DevOps, hein, vers le bout, vers le déploiement en continu en production. Et ça veut dire que les tests, ça devient l'affaire de tous. Il va y avoir des tests pour les testeurs d'un point de vue qualité, mais il va y avoir des tests aussi pour les personnes qui font de l'exploitation, pour qu'ils puissent déployer en production en toute sécurité et beaucoup plus rapidement. Et donc on voit qu'on est vraiment au cœur en fait de l'écosystème. Ben oui, et c'est le testeur qui devient vraiment le garant finalement de la qualité globale de bout en bout dans toute la chaîne. Donc il devient garant de la qualité produit. Et pour ça, c'est que le testeur doit évoluer, doit être beaucoup plus, il va avoir des soft skills, communication, partage, parce qu'au-delà de juste la qualité du produit, on en entend parler aussi, beaucoup de personnes aujourd'hui jugent de la qualité d'un produit en donnant un avis. Donc on va aussi analyser ce qui se passe réellement en production, donc comment les utilisateurs utilisent l'application, et ça va nourrir les futurs sprints pour faire évoluer peut-être notre produit dans le bon sens pour que les utilisateurs finaux soient satisfaits. Donc j'en parle comme ça rapidement, mais derrière ça va inclure des nouveaux types de tests comme l'A/B testing, d'ailleurs on en a parlé, hein, Facebook, qui fait aussi ce type de technique pour être sûr de délivrer les bonnes fonctionnalités aux utilisateurs. Et l'A/B testing vise à tester finalement sur 2 versions différentes les fonctionnalités les plus pertinentes à déployer. D'accord, ça permet de nous orienter vers la bonne direction. Exactement. Et toutes ces techniques, donc finalement, c'est des nouvelles techniques dans DevOps que le testeur doit comprendre, apprendre, et puis mettre en place aussi et participer à sa mise en place. Et c'est pour ça que je disais qu'un testeur, il passe d'un mode vérificateur réactif à un tuteur proactif. Il va aider donc toute l'équipe pour que dans l'ensemble, non seulement on valide des fonctionnalités manuellement, comme on a l'habitude de le faire, mais on va aussi automatiser à l'aide d'outils un peu plus techniques. Mais on va créer également l'esprit qualité logicielle au sein de l'équipe en devenant le gardien du temple finalement de la qualité produit. D'accord, donc on est vraiment dans un écosystème qui est en pleine évolution, constante, et en plus on a une responsabilité quand même qui est bien présente puisque on est le garant de la qualité au sein du processus complet. Complet. Et donc en apportant toutes ces nouvelles techniques, donc le testeur est obligé d'évoluer sur du soft skill comme la communication, le partage, et puis il va aussi travailler avec les personnes qui travaillent en production, qui surveillent en production les applications pour aller bien identifier les nouveautés, les choses qui sont les plus utilisées par les utilisateurs. Ça va l'orienter sur les périmètres à automatiser au niveau des tests. Donc, toutes ces informations pertinentes que l'on peut avoir dans DevOps et qu'on n'avait pas dans un cycle traditionnel vont permettre de mieux cibler les périmètres automatisés et éviter justement
que des fonctionnalités pour lesquelles il ne faut pas qu'il y ait de panne, qu'on ait des bugs sur ces fonctionnalités, en préconisant l'automatisation en amont. Oui, bien sûr. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir garantir la qualité en évoluant plus vers un modèle un peu hybride concernant DevOps. Exactement. Parce que, je vous l'ai dit au début avec les chiffres, hein, donc on est pour moi dans une phase où on va passer dans un ajustement où il va falloir vraiment identifier les points sur lesquels on doit s'améliorer. Et moi, personnellement, la qualité, donc le test, la validation, c'est un point crucial hein, dans les chemins vers DevOps qui ont été pris par différentes organisations aujourd'hui pour assurer une qualité de bout en bout irréprochable pour les clients finaux. Donc c'est important. Oui, c'est vrai, je vais juste rappeler les chiffres que tu disais tout à l'heure, c'est quand même très important. On a quand même 80% des entreprises qui sont lancées dans l'agilité avec DevOps. Enfin, sur les 80%, il y en a seulement 23 qui ont réussi à instaurer vraiment DevOps au sein de leur entreprise. Et seulement 15% d'entre elles estiment qu'elles obtiennent vraiment la valeur attendue. Donc, on voit qu'il y a un gap encore énorme à réaliser. Donc, on a encore beaucoup de travail. On a beaucoup de travail et sur les 23 à l'échelle de l'entreprise. Donc la problématique aussi, c'est que beaucoup de clients se sont lancés tambour battant vers l'agilité DevOps en prenant les outils qu'ils avaient à disposition. Et les outils qu'ils avaient à disposition et l'écosystème DevOps, faut rappeler qu'il est fortement open source. Il est très open source. Et donc, quand on veut grandir à l'échelle de l'entreprise, et quand on veut faire monter DevOps à l'échelle de l'entreprise, parfois c'est pas suffisant l'open source. Donc il faut se doter d'un logiciel commercial qui va permettre, par exemple, n'oubliez pas que DevOps c'est pour répondre aux besoins d'aller beaucoup plus vite et de répondre beaucoup plus vite sans compromis sur la qualité, bien sûr. Et quand il y a un bug, c'est de répondre rapidement à la correction de ce bug et répondre rapidement à la correction de ce bug quand on a un écosystème avec beaucoup d'outils qui sont open source, qui communiquent pas entre eux, qui donnent pas la traçabilité de bout en bout, ça peut être pénible et puis ça peut être, on va pas être plus percutant, plus rapidement, on va pas résoudre les problèmes rapidement comme il le faudrait. Donc c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je dis qu'on passe dans une phase où il faut ajuster. J'ai un client par exemple qui m'a sollicité, donc sur son sujet, il avait bien mis une chaîne d'intégration continue. J'ai préconisé certaines préconisations pour améliorer justement son cycle de vie global au niveau de la chaîne d'intégration continue pour que la non-régression soit faite systématiquement dès le début, dès qu'on touche aux lignes de code, on sait ce qui a été cassé ou ce qui a été touché avant même de lancer les tests fonctionnels des nouvelles fonctionnalités. Et c'est un peu quand on part vers DevOps et l'agilité, la chaîne d'intégration continue, elle va nous permettre d'inverser finalement dans le cycle, le processus de test, d'inverser finalement. Pourquoi? Parce que les non-régressions, on va les faire avant de tester les nouvelles fonctionnalités. Alors que dans un cycle traditionnel, on teste les nouvelles fonctionnalités et puis ensuite on fait une campagne de non-régression pour s'assurer que ces nouvelles fonctionnalités n'ont pas engendré d'effet de bord. Oui, alors que là, du coup, d'abord on sécurise. Exactement. Et après, d'accord. Exactement. Ah ouais. Donc c'est important de voir cette distinction. Ça veut dire que dès que le développeur livre un changement, on a tout de suite une batterie de tests à exécuter et qui est automatique et qui donne un go pour pouvoir faire des tests de perf ou des tests fonctionnels sur les nouvelles fonctionnalités. Et pour aller pouvoir faire encore d'autres tests pour les opérationnels avant de déployer en continu. Ok, voilà. Super. Eh ben écoute, merci, c'est très clair, très d'actualité, c'est vrai, en plus avec le bug de Facebook qui date d'il y a seulement quelques semaines. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils ont changé de nom depuis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est oui, un nom un peu plus explicite. C'est Meta, je crois, le nouveau nom. Oui, c'est ça, ouais. En référence au métaverse, qui arriveront dans nos vies d'ici quelques mois, quelques années. Voilà. Et ça sera peut-être un jour le sujet d'une autre vidéo des Gaskin Sites.
En tout cas, vraiment, merci beaucoup à toi pour cette présentation fort de ton expérience et du concret du terrain, parce que c'est toujours ce qui est intéressant, de toute façon, de savoir les retours d'expérience et puis pouvoir suivre un petit peu les évolutions de notre monde et de notre secteur d'activité qui va très vite. Hein. Ouais. Donc j'espère que j'étais assez clair. Hein, et puis n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions qui reviennent ou autre, n'hésitez pas à me les faire. Ça, j'ai aucun souci pour y répondre. Super, et ben très bien. Bah, merci beaucoup. Donc encore une fois, c'était Abderrazak Damani de la société Asial. Merci à toi d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour cette intervention. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode des Gask Insight. Au revoir. Au revoir.